Bonjour à tous, Jean Aubray. Je me présente, donc je m'appelle Simon-Pierre de Bourmont, je travaille ici au musée de Khanov et je vais aujourd'hui vous présenter deux documents qui sont dans les fonds du musée de Khanov depuis la fin des années 50 et qui étaient restés dans l'ombre tout ce temps. Ces deux documents concernent le château de la Ravinière qui se trouve en France dans le Loir-et-Cher, dans la commune de Fontaine-en-Sologne. Donc je vais vous présenter ces documents et à partir de là, en fait, essayer de retracer l'histoire, ou du moins ce que j'ai pu déduire de ce que j'ai trouvé, l'histoire du château de la Ravinière. Donc, le château de la Ravinière. Nous allons donc partir sur nos deux documents. Voilà, que vous voyez sur la gauche. Ce sont donc deux parchemins qui ont été rédigés en français dans la commune de Fontaine en 1495 et 1535. Ils concernent tous les deux donc les terres du château et leurs propriétaires qui étaient alors les refuges, la famille de refuges. Vous avez ici en noir sur la carte les frontières du royaume de France en 1500. Et donc vous voyez que Fontaine se situait plus ou moins au milieu, à proximité immédiate de la Loire. Je vais faire un petit retour historique pour contextualiser. Voilà, on revient 80 ans en arrière, si on est en pleine guerre de 100 ans. Euh, En 1420, donc 5 ans auparavant, il y a eu la bataille d'Azincourt dans le nord de la France, qui a été un désastre complet pour les Français, qui ont tous été massacrés par les Anglais, d'Henri V. Les Anglais en fait continuent dans les années qui suivent à prendre de plus en plus de territoire et donc le roi de France Charles VI, dit le fou, euh, signe le traité de Troyes en 1420 pour arrêter l'hémorragie, mais ce traité en fait est désastreux, encore plus, euh, d'autant plus. Et par ce traité, il reconnaît en fait aux Anglais comment dire, la possession de tout le nord de la Loire. Et encore pire, il marie sa fille euh, au roi d'Angleterre Henri V et il déshérite son fils. Il déshérite son fils n'aura pas la couronne de France. Donc en fait, on est là à un moment où le royaume de France cesse et le plan anglais d'union des deux royaumes, pour lequel en fait la guerre de 100 ans a commencé, euh, est finalement achevé. C'est fait. Euh, le roi Charles VI meurt 2 ans après ce traité. Et heureusement, bon, donc son fils, le dauphin, n'est bien sûr pas d'accord avec ce traité et il se retire sur la Loire. Donc il passe en zone libre, en fait, on pourrait dire. Il se retire sur la Loire où il s'installe. Il a du soutien, la population française le soutient et les gens affluent, et donc il va rester dans ce Val-de-Loire, il va faire de Tours sa capitale, et Bourges aussi, pendant 20 ans ce sera les deux villes. Il y a donc un soutien qui arrive, et parmi ces soutiens, la plus connue d'entre tous, bien sûr, c'est Jeanne d'Arc. C'est donc de ce cœur, de ce nouveau cœur de France, en fait, que va partir la Reconquête. C'est le cœur de la Reconquête. Donc Jeanne d'Arc, bon, il y aura la prise d'Orléans, et puis ensuite la marche vers Reims, qui est en territoire bourguignon, sur la droite. Et petit à petit, en fait, la reconquête va être faite. Bon, Jeanne d'Arc, bien sûr, va être prise et donc brûlée par les Anglais à Rouen en 1431. Mais il n'empêche que la dynamique est là et les Français vont petit à petit reprendre tout le territoire. Donc Paris en 1436, plus tard la Normandie en 50, et puis la bataille finale, c'est près de Bordeaux, donc à Castillon en 1453, et donc la guerre de 100 ans est terminée, les Anglais sont boutés hors de France. Alors, cette guerre, bien sûr, elle a détruit le royaume, euh, tout est sans dessus dessous, mais bon, les guerres, ça permet aussi, bien sûr,
à certaines personnes d'émerger. Et il y a une famille qui va émerger, qui nous concerne ici, c'est donc la famille de refuge. Donc, Gauvin, le premier qui nous intéresse, vient de Bretagne, et il rejoint la mouvance royale dans le Val-de-Loire, à l'époque donc précédente, au début du XVe siècle. Il va se mettre au service de la famille d'Orléans, du duc d'Orléans. Le duc d'Orléans, c'est le frère de Charles VI, le frère du roi. Le duc d'Orléans est marié à une Milanaise, Valentine Visconti, qui est la fille du duc de Milan. Et donc, les refuges vont se mettre au service de ces Orléans. Ils vont y rester à leur service pendant tout le XVe siècle. Le fils de Gauvin, Jean, sera gouverneur d'Asti, qui est une ville en Italie du Nord qui appartient personnellement à Valentine Visconti. Le fils de Jean, plus tard, Raoul, va encore, grimper les échelons. Il sera gouverneur des finances de la duchesse d'Orléans. Donc un poste très important. Il placera ses 4 fils dans l'entourage immédiat du duc, de la famille ducale. Donc Raoul, Renaud, Élie et François, les 4 refuges. En fait, il se passe un événement important en 1498, vous voyez ici sur la ligne en pointillé, c'est la mort du roi de France Charles VIII, qui décède sans descendance masculine. Il y a donc un changement en fait de famille sur le trône, et c'est le duc d'Orléans qui devient roi, sous le nom de Louis XII. À ce moment-là, donc, c'est une succession qui est heureuse pour les refuges, car ils se retrouvent dans le premier cercle royal. Par exemple, François, il est aumônier de Louis XII, aumônier personnel de Louis XII. Donc vous imaginez l'importance de cet homme. Zoomons un peu donc sur la Ravinière. Nous venons au château de la Ravinière. Nous avons vu donc en 1498 qu'il y a eu l'arrivée sur le trône de Louis XII, et en 1500, seulement 2 ans plus tard, la Ravinière est construite. On commence la construction de la Ravinière, du château de la Ravinière. Le propriétaire, à ce moment-là, c'est François. Le premier propriétaire connu des terres de la Ravinière, c'est Raoul, le père de François, en 1480, à la première mention, toujours. C'est donc son fils François qui en hérite, qui construit la Ravinière vers 1500. On a peu de données sur François, on sait seulement qu'il était aumônier, donc il n'a pas de descendance. Et donc c'est le fils de son frère qui héritera. On peut toutefois s'attarder un petit peu sur le projet de 1500, parce que en voyant ce plan actuel, on peut deviner le projet tel qu'il était. Il y avait un grand axe ouest-est, l'axe noir sur cette vue, avec 2 cours carrés qui devaient être fermées possiblement. La première cour carrée est restée à peu près telle qu'elle. Et dans la deuxième, je pense qu'il y avait la demeure seigneuriale qui était sur l'axe. Donc ceci a bien changé par la suite, on verra plus tard. Au sud, il y avait donc une grande douve qui entourait un terrain de près de 2 hectares où il devait y avoir sans doute jardin et le potager. Non. On va revenir un petit peu, non. Oui, le fils donc du frère de François hérite. Je ne connais pas les dates, on n'a pas les dates. Seulement, on le retrouve sur l'acte de 1535, c'est Géant qui est sur l'acte de 1535. Il va s'investir pas mal. Il va s'investir sur ces terres de la Ravinière, car on retrouve en fait plusieurs actes dans les archives françaises dans les années 1527 jusqu'à 1539, des acquisitions de terres, des échanges de terres. Il devait être assez investi sur les lieux, et il passera le flambeau à son fils Thomas, qui sera le dernier propriétaire de la famille des refuges de la Ravinière.
Il vendra la Ravinière en 1599 à un certain Daniel Delaunay. Retour donc sur les documents euh, que nous avons ici au musée de Chanouf. Ce sont donc deux documents qui ont, comment dire, qui sont sur des actes, sur des actes très précis, des actes notariés. Donc le premier de 1495, c'est un partage de vignes entre François de Refuge et un habitant de Fontaine, qui est Geoffroy Robin. Alors bon, ça porte sur trois arpents de vignes et donc sur la, la, la manière de répartir les fruits de cette vigne. Il n'est aucunement question d'argent dans cet acte, c'est seulement comment dire, une justification a posteriori d'un accord qui a eu lieu entre les deux hommes pour le coucher officiellement donc sur papier, enfin sur papier, sur parchemin, car ce sont des parchemins. Le deuxième acte concerne Géant de Refuge. Euh, et là, il s'agit d'une reconnaissance de cession par un homme, Colapichot, un homme de Fontaine en Sologne, qui reconnaît en fait avoir cédé toute une série de biens, une dizaine de biens, à Géant de Refuge quelques années auparavant. On peut voir sur les zooms que les écritures sont légèrement différentes. Celle de gauche est assez, comment dire, mesurée et dense. Quant à celle de droite, elle a l'air un peu plus rapide, avec des traits de plume un peu plus nerveux. Bon, je pense que c'est dû à la taille des parchemins, celui de droite étant plus large, forcément ça va plus vite. Mais quand même, dans l'ensemble, on peut dire que ces documents, ces écritures sont belles, sont propres et sont assez faciles à déchiffrer une fois qu'on a compris la forme des lettres, bien sûr. Le travail de paléographie, là, a été un peu, de transcription, a été un peu compliqué. Revenons donc à la Ravinière, car oui, après, après les refuges, viennent d'autres familles qui ont possédé la Ravinière. On va remettre ça dans un contexte général. Le roi de France Louis XII et ses successeurs ont prétexté de l'héritage Visconti, de l'héritage italien, pour en fait aller s'intéresser à l'Italie et prétendre avoir des droits sur la Lombardie, sur Milan. Et donc ils vont se lancer dans les guerres d'Italie qui vont durer 60 ans, où la France va se perdre, enfin, on va perdre du temps, de l'argent et des moyens. Il y aura peu de résultats économiques ou politiques. Seulement, on ramène avec nous d'Italie la Renaissance. Et donc, pendant tout le XVIe siècle, il va y avoir des constructions de châteaux dans tout le Val-de-Loire, parce que les rois sont restés dans le Val-de-Loire. Ils ne sont pas retournés à Paris, ils sont restés dans le Val-de-Loire et ils ont pris goût au pays. Et il y a toute une structure qui se fait, les nobles et les puissants autour construisent leur château ou rénovent leur château. Et donc on a un style Renaissance qui se crée. Donc vous voyez là sur la gauche Chambord, Azel-Rideau et Chenonceau, donc qui sont pour moi les trois merveilles du Val-de-Loire, mais il y en a des dizaines d'autres. Et donc la Ravinière n'échappe pas à cette vague de Renaissance, avec le grand projet qui n'est pas daté, je ne sais pas de quand il date. Je pense que ça s'est passé au début du XVIIe siècle. Donc j'imagine que c'est les propriétaires, Monsieur de Ville-Savin, qui a fait ce projet. Je n'en suis pas sûr du tout. Il y a un renversement complet de l'axe. L'axe noir est délaissé et donc il crée un nouvel axe, l'axe blanc, qui va du nord au sud. La demeure seigneuriale est changée, donc est placée sur cet axe. Ça lui donne quand même une meilleure orientation. Et puis cela se
se prête mieux au terrain. Le terrain, en fait, vers le sud, descend vers des étangs, etc. Donc il y a toute une mise en scène. Donc on arrase, on crée la perspective en arasant, en comblant les fossés, en comblant la douve et en détruisant les murs qui gênent. Donc voici quelques photos de la demeure seigneuriale telle qu'elle a été créée. Bon, ici, bien sûr, sur ces photos, c'est un état assez récent, donc il y a eu des rénovations ultérieures. Mais je pense que la base de ce bâtiment date de cette époque. Enfin, comment parler du château de la Ravinière sans mentionner le baron Geoffroy Chaudron de Courcelles, qui était le propriétaire de la Ravinière au XXe siècle. Pourquoi parler de lui? Parce que c'est un Français admirable, dû au fait qu'il a suivi le général de Gaulle à Londres. On revient un petit peu sur sa vie. Donc, il est né en 1912 à Tours. Son père a acheté la Ravinière lorsqu'il avait 15 ans. Euh, Ensuite, il est rentré, donc il a fait des études, son service militaire, des études, et il est rentré au Quai d'Orsay. Et donc, quand De Gaulle arrive au gouvernement au début de juin 40, il demande une ordonnance qui maîtrise l'anglais. Et en fait, Geoffroy de Courcelles, qui a été mobilisé, qui est sur le front, et donc prend cette place. Et quand le gouvernement de Paul Reynaud démissionne, euh, et que le maréchal Pétain forme son gouvernement, c'est le moment où en fait De Gaulle part à Londres, mais tout seul. Tout seul, personne ne le suit. Personne à part Geoffroy Chaudron de Courcelles, qui part avec lui donc à Londres et qui sera avec lui à Londres dès le 17 juin 40. Donc après la guerre, il réintégrera le Quai d'Orsay et il aura différents postes prestigieux. Il sera notamment ambassadeur de France au Royaume-Uni, comme son grand-père l'avait été d'ailleurs. Il décède donc à Paris en 1992 et il est inhumé dans le cimetière de Fontaine-en-Sologne, près de son château de la Ravinière. Voilà, merci.